Ligne droite, le grand entretien, Marie Falicon. 60 jours après le second tour des élections législatives, Emmanuel Macron a enfin nommé le nouveau locataire de Matignon. Michel Barnier, ténor des LR, canal historique, engagé depuis 50 ans en politique, ministre à plusieurs reprises de l'environnement, des affaires européennes, des affaires étrangères, de l'agriculture et de l'alimentation. Il fut aussi 2 fois commissaire européen, négociateur en chef pour l'Union européenne lors du Brexit, candidat bien sûr à la primaire républicaine lors des dernières présidentielles, mais éliminé en 3e position derrière Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Mais le travail pour lui ne fait que commencer puisqu'il doit encore nommer son gouvernement et proposer sa feuille de route et un budget pour la France. Les enjeux sont donc nombreux, face notamment à la menace de la censure, et nous en parlons ce matin avec notre invitée Marie-Christine Dalloz. Bonjour Madame le député. Bonjour. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Ligne droite. Vous êtes députée de la 2e circonscription du Jura depuis 17 ans déjà. Vous avez été réélue pour un 4e mandat au sein du groupe Droite républicaine porté par Laurent Wauquiez. Vous êtes aussi conseillère départementale du Jura depuis 2015 et ancienne maire de la commune de Martignat. Alors après une attente assez interminable, c'est donc Michel Barnier qui est nommé aux affaires du pays. Marie-Christine Dalloz, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, c'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est une bonne nouvelle à 2 titres. On sort enfin de cette impasse. Il y avait une attente forte d'une nomination d'un gouvernement. On ne pouvait pas durer avec un gouvernement démissionnaire, c'était difficile. Il y avait donc un besoin de nommer un gouvernement, enfin du moins un Premier ministre qui va choisir son gouvernement. Et puis la deuxième raison de la bonne nouvelle, c'est que ce soit Michel Barnier. Je pense que c'est quelqu'un qui remplira parfaitement cette mission, le temps que l'Assemblée lui laissera l'occasion de la remplir. Oui, ça on va évidemment y revenir. Alors je voulais vous faire écouter la réaction tout de même de Jean-Philippe Tanguy, député RN, au nom donc de Michel Barnier, Premier ministre. On l'écoute, il est au micro de Sonia De Villers sur France Inter, c'était hier. On censurerait en fait toute personne qui consiste à ruiner encore davantage la France. Et d'ailleurs, donc ça fait effectivement beaucoup de monde, et surtout quand on fait du Jurassic Park en permanence, c'est-à-dire aller rechercher des fossiles à qui on essaie de redonner vie. Donc Monsieur Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire est un échec, même au niveau européen. Notamment sur la gestion des politiques industrielles, des politiques protectionnistes. Migratoires, vous aviez quelques points de convergence avec Michel Barnier. Parce que Monsieur Barnier essaie désespérément d'exister dans une primaire de droite en reprenant des éléments de langage de Marine Le Pen, qu'il le pense. Voilà, moi je connais bien Barnier. Il était assez proche de Nicolas Dupont-Aignan quand ils étaient jeunes. Je peux vous dire que Monsieur Barnier, il pense tout et le contraire de tout, et surtout rien du tout. Bon, alors Madame le député, on vient d'entendre Jean-Philippe Tanguy s'exprimer suite au nom de Michel Barnier comme Premier ministre. Est-ce que vous comprenez un peu peut-être son exaspération, et surtout, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un parti qui n'est pas sorti vainqueur du dernier scrutin puisse accéder aux fonctions ? Écoutez, la situation est suffisamment grave aujourd'hui pour qu'on arrête d'être dans des positionnements d'opposition systématique. Je crois vraiment que la responsabilité de chacune et de chacun des élus, des parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, ça va être de faire en sorte que la France ait un budget pour 2025. Parce que bloquer notre pays, ça serait la pire des solutions, premièrement. Deuxièmement, moi je connais bien Jean-Philippe Tanguy, nous sommes tous les deux à la commission des finances. Et oui. C'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite des arcanes financières d'un budget. Mais je trouve que, voilà, on avait un Premier ministre très jeune, Gabriel Attal. Aujourd'hui, on a un Premier ministre d'expérience. Pour autant, parler de fossiles, je trouve que c'est un peu violent. Ça me choque, le terme de fossile me choque. L'expérience face au jeunisme, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans une situation telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Moi, je privilégie, je joue la carte de l'expérience et de cette qualité qu'a Michel Barnier de travailler avec tout le monde, d'écouter, de ne pas être dogmatique. Et j'espère que tous les partis politiques à l'Assemblée nationale auront un regard de construction d'un budget qui soit utile à l'ensemble des Français. C'est ça l'enjeu.
On va revenir évidemment plus en détail sur le vote de ce budget 2025. Avant, vous parliez des autres formations politiques. Justement, j'aurais voulu parler du nouveau Front populaire qui ont appelé à une très grande manifestation demain, samedi 7 septembre, face à, je cite, un coup de force d'Emmanuel Macron. Pour eux, le président de la République n'a pas choisi leur candidate Lucie Castet. Et est-ce que vous comprenez leur accusation d'un déni de démocratie ? On est toujours dans la grande... on est toujours... ce cirque médiatique qui a duré tout l'été était vraiment devenu difficile. Quand le nouveau Front populaire dit « nous sommes les premiers, nous avons gagné », oui, mais ils sont loin d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un moment donné, il faut savoir raison garder. Ça, c'était l'expression de ma grand-mère, j'aime bien, raison garder. Parce que la réalité, le 7 septembre, ils avaient déjà décidé une grande manifestation bien avant la nomination de Michel Barnier. Alors, reprendre l'alibi et le prétexte que la nomination de Michel Barnier va mobiliser plus de personnes dans la rue, écoutez, c'est leur choix, mais je les laisse à leur responsabilité qui va beaucoup, aux yeux de beaucoup de Français, va passer pour de l'irresponsabilité. Parce que la réalité, c'est celle-ci quand même. Ils sont irresponsables. Leurs propositions sont d'une démagogie et d'une démesure totale dans le contexte économique qu'on connaît. Et puis, on aura tous les... Enfin, vous savez, de 2022 à 2024, ce que nous avons vécu avec la France insoumise, je ne le souhaite à aucun parlement dans le monde. Espérons que effectivement le climat s'apaise dans l'hémicycle pour la France. Alors donc le groupe à droite, la droite républicaine dont vous faites partie, c'est largement réjoui évidemment de cette nomination. La question qu'on se pose tous avant de parler de budget, c'est vraiment qui est amené à gouverner à ses côtés et surtout à qui va l'allégeance de Michel Barnier désormais. Alors là, très honnêtement, je n'ai pas de boule de cristal. Donc, je ne suis pas Madame Irma et je suis incapable de vous dire aujourd'hui avec qui... Je crois qu'il travaillera avec toutes les bonnes volontés. D'accord. Au-delà des clivages politiques, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que effectivement, il appartient à une famille politique, c'est clair. Il a eu toute sa vie politique ancré dans une carrière politique. Je rappelle qu'à 14 ans, il était gaulliste, Michel Barnier. Donc, très jeune, il s'est engagé avec des convictions. Mais pour autant, quand on l'a vu travailler, que ce soit pour le Brexit ou que ce soit dans tous les gros chantiers qu'il a portés, ou à la présidence du département de la Savoie, c'est quelqu'un qui fait abstraction, pas de son idéologie politique, de sa famille politique, mais qui fait abstraction pour travailler avec tout le monde de tous ces clivages qui aujourd'hui perdent la France. Et ça, je pense que c'est une vraie chance pour l'avenir, pour les mois à venir, parce qu'il faut reconstruire quelque chose, bien évidemment. Et alors, dans son discours de passation hier à Matignon, il a parlé de rupture. Justement, est-ce que ça vous donne espoir qu'il garde la ligne politique de votre famille, les mesures portées par LR ? Alors, je pense qu'il les prendra en considération, mais dans la mesure des possibilités budgétaires. Là encore, un peu de sérieux ne va pas nuire. Il faut aujourd'hui construire un budget qui s'adresse à l'ensemble des Français avec des mesures fortes sur le pouvoir d'achat, tout ce qui est régalien par rapport à l'immigration. Ça, c'est clair. Et ça, c'est des valeurs plutôt, c'est l'ADN des Républicains. Historique, parce que la droite républicaine maintenant à l'Assemblée nationale. Mais je pense aussi que compte tenu de la dette française, et il a été clair quand il a parlé d'honnêteté, je crois que c'est quelqu'un qui nous dira la vérité sur la situation. Et ça fait trop nombreuses années qu'on ment aux Français sur les capacités de la France. Il va falloir revenir à une rigueur budgétaire pour se donner des marges de manœuvre et pour pouvoir porter des politiques fortes. C'est aussi ça le sujet. Ce que LFI ne fera jamais. Et jusqu'à présent, vous pensez que c'est ce qui a manqué ? Parce qu'on se dit, on n'a jamais eu un gouvernement, entre guillemets, aussi à droite, du moins les ministres en sont très largement issus, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Rachida Dati, Catherine Vautrin, pour citer ceux-là. Pourtant, le pays est plongé dans le chaos, que ce soit institutionnel, sécuritaire, l'effondrement bien sûr de notre économie, on en parlait à l'instant, de notre école. Qu'est-ce que Michel Barnier et sa nomination pourra y changer ? Je crois qu'il va mettre, très honnêtement, il va remettre
si je pouvais m'exprimer, vous savez, dans le milieu rural, on a l'église au milieu du village. Alors, c'est une expression un peu... Mais dire la vérité, dire qu'il y a des choses qui seront acceptables et possibles dans le cadre budgétaire et d'autres qui ne le seront pas, je pense qu'on a manqué de cela. Et moi, je reproche à Bruno Le Maire de nous avoir laissé croire pendant 7 ans que tout allait bien, Madame la Marquise, et qu'on pouvait dormir. Mais ce n'est pas la réalité du tout. Il y a des urgences au niveau budgétaire, et si on ne veut pas être rappelé et déclassé encore par rapport à notre notation et avoir des taux d'intérêt qui s'envolent, et si les taux d'intérêt s'envolent compte tenu de notre dette, ça sera catastrophique pour le pays. Et donc, parce qu'on a besoin de politique sociale. Et pour financer ces politiques sociales, il faut des moyens financiers. Donc, à partir de là, je crois que Michel Barnier a cette capacité à dire la vérité, ne pas se voiler la face, ne pas se prendre pour le super-héros qui a réglé tous les problèmes, mais avec une honnêteté fondamentale qui va permettre justement de faire comprendre que les urgences sont là, oui, mais que les capacités, on ne peut pas en inventer de nouvelles et qu'il va falloir faire avec les possibilités qui nous sont offertes. Et ça, c'est un langage nouveau. Et parmi les urgences, donc évidemment, le vote de ce projet de loi de finances. Vous êtes inquiète des débats parlementaires justement autour de ce vote de budget ? Ah bah oui, alors là, franchement, entre le président de la commission des finances, Éric Coquerel, le rapporteur général du budget, M. de Courson, je ne sais pas comment on va sortir avec ce budget. Parce que chacun va venir avec des idées nouvelles, de dépenses nouvelles. Mais il y a un moment donné, il va falloir aussi trouver des économies pour financer des dépenses nouvelles. Et c'est ça tout l'enjeu de ce prochain budget. Et franchement, moi j'attends sincèrement de voir quels seront les élus, les parlementaires, les députés en responsabilité. Parce que ça, c'est essentiel. Et vous êtes justement, vous, dans la commission des finances, donc c'est vraiment un volet important pour vous. Quelles sont vos attentes dans ce budget ? Mes attentes, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a en matière de pouvoir d'achat et en matière de régalia, sur l'immigration notamment, et sur la sévérité, sur les récidives. Enfin, c'est tout le volet régalien. Je pense que c'est un sujet à travailler essentiellement. Après, il faut vraiment trouver des pistes d'économie aujourd'hui pour justement financer ça. Et puis, il y a l'hôpital, nos services publics. Enfin, il en a parlé, Michel Barnier, hier. L'intérêt de nos services publics dans nos territoires, c'est fondamental. Si on veut les conserver, il faudra passer par des pistes d'économie. Donc le budget doit... Les conserver, non seulement les conserver, mais les améliorer. C'est-à-dire, quand on voit nos hôpitaux de proximité, dans quelle situation ils se trouvent, il va falloir vraiment trouver des pistes d'économie. Et travailler de concert donc avec tous les parlementaires. Ce budget, donc, il doit être présenté à l'Assemblée nationale au plus tard le 1er octobre prochain, comme le fixe la loi. Est-ce que vous pensez... Oui, avec quand même la capacité qu'a le Premier ministre de repousser de 15 jours. Et j'allais vous demander justement, est-ce que ça peut être fait dans les temps ? Enfin, le calendrier budgétaire est un peu bouleversé, on l'imagine bien. C'est ça. D'abord, les priorités qu'il a aujourd'hui, c'est déjà de nommer un gouvernement. Oui. On est d'accord. Je ne sais pas quel délai cela va prendre. Est-ce qu'il a déjà travaillé sur ce sujet-là ou pas ? Donc, la nomination du gouvernement. Et puis après, une fois que vous avez un gouvernement qui est nommé, eh bien, effectivement, le premier gros chantier, c'est le budget. Mais le budget, il va définir toutes les politiques à venir du pays pour l'année à venir. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est que dans le cadre de ce budget, on aura une feuille de route assez précise de où Michel Barnier veut aller. C'est ça l'intérêt. Et on disait tout à l'heure, ça peut être repoussé. C'est vrai que c'est assez inédit tout de même. Je crois que dans l'histoire de la Ve République, ce serait la deuxième fois seulement que, c'est ça. Voilà, que le vote du budget serait... Il y a une possibilité qui est donnée au niveau de notre Constitution. Donc, moi, je crois que rien ne servira de se précipiter. Oui. Le tout, c'est de savoir avec qui et qu'est-ce qu'on porte. Sincèrement, je préférerais qu'on nous annonce le budget, enfin qu'on nous dépose le budget vers le 10 ou le 11 octobre, plutôt que de le faire le 1er et qu'il soit à revoir dans les 2 mois, quoi. Oui, qu'il soit bâclé. Certains de vos collègues
Certains de vos collègues députés réclament la tenue d'une session parlementaire extraordinaire justement pour pouvoir travailler à ce budget, préparer les débats puisque leur rentrée parlementaire finalement, enfin votre rentrée n'est prévue qu'au 1er octobre. Est-ce que vous partagez vous aussi cette volonté de très vite se mettre autour de la table d'une session parlementaire extraordinaire pour l'Assemblée nationale? Écoutez, moi je veux bien que les députés ils construisent le budget, mais c'est pas dans cette logique-là. Oui. C'est le gouvernement qui propose un budget. Le gouvernement va élaborer un budget et ensuite la commission des finances va se réunir pour analyser les recettes et les dépenses de ce budget. Le premier volet, c'est le volet recettes. Donc, en fonction de ce qui nous sera proposé, le 1er octobre, on aura l'occasion effectivement d'apporter dans le débat des amendements pour des corrections éventuelles. Mais aujourd'hui, faire une session extraordinaire alors qu'on n'a pas le budget, ce n'est pas au Parlement de faire le budget. Le Parlement, il va le voter, il va le discuter et le voter. Mais ce n'est pas lui qui l'élabore. Enfin, il ne faut pas mettre les choses dans l'autre sens. Donc, on sait bien qui demande une session parlementaire, parce que oui, effectivement, ils doivent avoir des idées. Chacun a son budget déjà de près. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Oui, il y a eu différentes demandes, non seulement Marine Le Pen, mais il y a Lebrun-Puvet, dans plusieurs formations politiques, il y a cette demande de session. En tout cas, je rappelle à nos auditeurs que donc il y a 70 jours pour l'examen et le vote du budget une fois présenté pour donc les parlementaires. On va revenir un peu sur les blocages justement. Comment on va pouvoir gouverner Michel Barnier et combien de temps peut tenir son gouvernement. Vous l'avez dit, on n'a évidemment pas de boule de cristal pour autant. Quelques éléments. Le RN a déjà fait savoir qu'il ne participerait pas à un gouvernement Barnier. Il a détaillé une liste de revendications et notamment le respect des électeurs, sa capacité à dialoguer avec le RN et la modification, c'est intéressant, du mode de scrutin par la proportionnelle. Est-ce que ces critères vous semblent envisageables pour le gouvernement Barnier? Alors, deux choses totalement différentes. Le premier, que Michel Barnier dialogue avec les électeurs du Rassemblement national, ça ne me choque pas du tout. Parce qu'effectivement, il y a plus de 10 millions de Français aux dernières élections législatives qui ont porté leur choix sur le Rassemblement national. Donc, il faudra bien le prendre en considération. Premier aspect. Donc, le dialogue, de toute façon, le dialogue avec toutes les formations politiques, il est nécessaire. On ne peut pas rester seul dans son coin. Dans le contexte des formations politiques de l'Assemblée nationale, je rappelle que c'est un tiers. Vous n'avez pas d'autre solution que de parler à tout le monde. Donc ça, c'est le premier constat que je fais. Concernant votre deuxième aspect sur la notion de proportionnel, j'ai toujours été farouchement opposée à la proportionnelle. Pour quelle raison? Parce que je suis une élue d'un territoire très rural, le Jura, et le Haut-Jura notamment. Et que si demain, on a une élection majoritairement à la proportionnelle, les territoires ruraux ne seront absolument plus représentés. C'est-à-dire que vous n'aurez plus que des députés de Paris, la Grande Couronne, et des grandes agglomérations françaises. Et la ruralité se sent déjà suffisamment oubliée aujourd'hui pour pas qu'on en rajoute. Donc vous pointez du doigt le parachutage et les... Oui, et c'est ça. Et il suffit de voir certains partis politiques, je les nommerai pas, mais vous imaginez bien ceux auxquels je pense, avec un parachutage incroyable dans des circonscriptions où il n'y avait pas de candidats, on a parachuté des gens. Et vous savez, la proportionnelle, c'est vraiment la force des grandes voix dans un parti politique. Et les voix des territoires ruraux ne seront pas entendues. C'est-à-dire que dans les territoires ruraux, vous n'avez pas l'occasion de faire beaucoup de médias, faire beaucoup de plateaux télé. Donc, vous n'êtes pas connu. Donc, votre parti ne va pas désigner un candidat des territoires ruraux. Et je pense que c'est un vrai handicap. C'est l'handicap de la proportionnelle pour moi. Oui, d'empêcher les candidats locaux, sans étiquette d'ailleurs. Imaginez, vous savez, le grand partisan de la proportionnelle, c'est François Bayrou. Et il a toujours imaginé que c'était la seule façon de gagner des élections, de passer par la proportionnelle. On le voit bien là dernièrement, aux dernières législatives, au premier tour, le Rassemblement national avait fait des scores extraordinaires. Est-ce qu'au deuxième tour, avec la notion de proportionnelle, on aurait eu le même effet qu'avec le scrutin uninominal? C'est vraiment la question à se poser.
En tout cas, c'est un sujet qui reviendra évidemment, je pense, sur la table d'ici les prochaines élections, ça ne fait aucun doute. L'enjeu, donc, pour Michel Barnier, évidemment, le vote de la confiance au gouvernement. Donc, le Rassemblement national, on en a parlé. Eux, de son côté, ils ont précisé qu'ils attendraient le discours de politique générale pour se fixer, alors que le Parti socialiste a déjà annoncé qu'il censurerait tout gouvernement Barnier. Est-ce que vous pensez que, dans quelles conditions peut se faire la confiance au gouvernement désormais? Mais vous voyez, rien que d'entendre ça, ça me désespère. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore sa feuille de route. Il n'a pas expliqué. Il a dit hier que sa priorité resterait l'école. Mais il n'a pas encore eu le temps de dérouler son programme, que d'entrée, on nous annonce déjà une censure systématique. Je crois que les Français vont se fatiguer de ces attitudes tellement d'opposition pour rien, sans savoir. Moi, je veux bien qu'on s'oppose, mais quand on connaît les éléments, c'est-à-dire qu'on peut s'opposer, il y a une loi qui peut ne pas nous convenir, mais on va donner des arguments. Mais s'opposer systématiquement sans rien connaître, c'est vraiment le prisme de la politique française que plus personne ne peut supporter. C'est ça, et là aujourd'hui on risque de tomber évidemment dans un blocage. Bon, après, concernant la censure, si le Rassemblement national s'abstient là-dessus, il n'y aurait que les votes de la gauche, sensiblement, donc 193 sur les 289 nécessaires. Donc a priori, je précise ça pour nos auditeurs, a priori, voilà, la confiance au gouvernement ne devrait pas être mise en cause. C'est le Rassemblement national qui les donnera la carte. C'est ça, c'est eux qui sont les maîtres du jeu finalement. Qui donnera la capacité ou non à Michel Barnier de durer. Et ça, personne ne peut dire combien de temps l'exercice peut durer. C'est ça la difficulté de la période. C'est qu'aujourd'hui, compte tenu de la configuration de l'Assemblée nationale, il suffit qu'il y ait deux formations, deux groupes d'un tiers qui se rassemblent et vous renversez un gouvernement. Mais c'est étonnant, non, de voir que Emmanuel Macron a finalement donné les rênes au Rassemblement national qu'il a pourtant combattu pendant ces derniers mois. Oui, je ne sais pas s'il lui donne les rênes, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le Rassemblement national va avoir la capacité de dire stop ou encore. C'est ça le sujet. Et alors, pour évidemment gouverner, au-delà de la confiance au gouvernement, je vais prendre un peu de hauteur sur toute la suite, toutes les perspectives, sans majorité, même relative pour le gouvernement Barnier. L'usage de 49.3 pourrait aussi être périlleux et remettre en cause peut-être la légitimité de Michel Barnier au sein de l'hémicycle. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez, comme on a pu le voir, comme on a reproché au gouvernement Borne pendant ces dernières années, cette incapacité à gouverner sans 49.3 finalement? Et de toute façon, la Constitution est bien faite. Et à l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, dans la dernière réforme constitutionnelle en 2009, qui avait intégré l'idée que les budgets pouvaient se voter systématiquement dans le cadre d'un 49.3 s'il n'y avait pas de consensus. Dans le contexte politique de l'Assemblée nationale, il est évident qu'il n'y aura jamais de consensus. Comment voulez-vous que le nouveau Front populaire vote un budget présenté par Michel Barnier, même s'il y a des ministres de gauche à l'intérieur? Comment voulez-vous que le Rassemblement national donne un quitus au budget présenté par Michel Barnier, et je crois qu'il n'y aura pas, d'après le choix de Mme Le Pen, il n'y aura pas de ministre Rassemblement national au sein de cette formation gouvernementale. À partir de là, il est évident que donner un quitus, c'est un acte fort. Donc, quand on voit les oppositions systématiques de principe qui se passent, on n'imagine pas qu'il y aura un quitus sur le budget. Oui. Donc, on passera inévitablement par un 49.3. Et la Constitution, encore une fois, l'a prévu, c'est-à-dire que tous les actes budgétaires, que ce soit le budget ou le budget de la sécurité sociale, systématiquement, on peut passer par 49.3. Mais on aura à chaque fois des motions de censure. Et c'est là où on va voir la responsabilité de chaque clan pour ou pas dire on remet en cause ce gouvernement. Oui. Les institutions ont besoin d'avoir un peu de stabilité. Et je crois que le budget, c'est vraiment l'acte fort. Parce que c'est ce qui va définir les politiques de l'année prochaine. Il ne faut pas se leurrer. Que ce soit pour l'école, que ce soit pour la justice, que ce soit pour les minima sociaux
dont nos concitoyens ont besoin. Et la réalité, c'est que si on ne veut pas bloquer tout cela, il va falloir voter un budget. Oui, c'est vraiment l'enjeu majeur, évidemment, des prochaines semaines. Oui. Ça, on le comprend bien. C'est ça. Et on ne peut pas imaginer qu'il passerait sans le 49.3. Il y aura une contrainte nécessaire de passer par le 49.3. Même si le Rassemblement national s'accorde avec vous, parce qu'il y a quand même des grands points de convergence entre, je pense notamment au LR, canal historique, mais dont a fait partie Éric Ciotti, qui a finalement rejoint Marine Le Pen. Vous avez 80% d'idées en commune sur le régalien, je pense. Oui, sur le régalien, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que le régalien. Il y a le sociétal, bien sûr. Le Rassemblement national veut revenir sur la réforme des retraites. Oui. Voilà, c'est des sujets sur lesquels, de toute façon, dans le cadre budgétaire aujourd'hui, on n'a pas la marge de manœuvre pour le faire. Donc, cette réalité-là, elle sera vraiment confrontée au vote d'un budget. Je n'imagine pas le Rassemblement national voter le budget. D'accord. Bon, alors il nous reste. Je peux me tromper, mais vous ne pouvez pas être. Ça serait donner une caution à ce gouvernement. Alors qu'il ne nuise pas à Michel Barnier. C'est ce que j'ai cru entendre, et du moins pas systématiquement et pas spontanément comme le fait le Parti socialiste, et que je déplore d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que pour autant, aller jusqu'à voter un budget, là, on est trop loin. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vrai que c'est une position quand même un peu délicate. D'un côté, on les accuserait de bloquer les institutions, d'un autre de légitimer le gouvernement. Donc, bon, on verra bien effectivement ce qu'ils décideront de faire dans les prochaines semaines et ce que donnera aussi bien sûr le budget. Il nous reste 5 minutes et j'aurais voulu parler évidemment des prochaines échéances. Il y a ce mot qui revient, celui de préparer l'alternance. C'est aussi un mot d'ordre d'Éric Ciotti qui vient de recréer l'UDR, l'Union des droites pour la République. Alors lui a mis de côté toute ambition présidentielle pour porter la candidature de Marine Le Pen, on l'a compris, accompagner en tout cas la victoire qu'il espère pour elle. Édouard Philippe s'est déjà positionné, voilà, c'est nouveau, on était dans une crise institutionnelle avec un Premier ministre au siège vacant et on parle de présidentielle. C'est vrai qu'on se pose vraiment la question, est-ce que ça a sa place dans le débat? Et pourtant oui, Édouard Philippe donc est déjà candidat. Est-ce qu'une partie de votre famille politique pourrait le suivre, ou bien est-ce que vous avez déjà un candidat naturel pour la droite, pour en tout cas la droite républicaine de Laurent Wauquiez? Je suis assez pragmatique, vous savez, une jurassienne pure, ancrée dans son territoire, et la réalité aujourd'hui, c'est que toutes les supputations d'avenir ne valent pas, parce que la priorité, c'est de donner une image aux Français d'une Assemblée nationale et d'un Sénat qui sont en capacité de voter un budget pour justement mettre en place des politiques. Le reste, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts avant la prochaine échéance présidentielle. Vous savez, ne pas précipiter les choses. J'ai souri quand vous avez annoncé, vous avez rappelé que Édouard Philippe avait annoncé sa candidature cette semaine. C'est vrai qu'en pleine crise institutionnelle, on avait vraiment le sentiment que sa seule priorité, c'était dans 2 ans et qu'aujourd'hui, il n'avait pas d'importance. Et moi, je mets plutôt la priorité sur les jours et les mois à venir, et on verra dans les 2 ans ce qui va se passer. Oui, évidemment. Honnêtement, j'ai pas de vision. Enfin, tous ceux qui sont dans les starting blocks aujourd'hui, vous savez, à force d'avoir été, vous avez dit 17 ans tout à l'heure, ça fait 18 ans que je suis députée, et à force d'avoir participé à tellement, j'ai vu beaucoup de choses. C'est aussi ça l'expérience, et c'est pour ça que Michel Barnier, j'ai confiance en lui parce qu'il a cette expérience de terrain. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que les vérités du jour ne sont pas celles du lendemain, qu'il faut savoir ne pas brûler les étapes. Vous savez, c'est comme un sportif. Tout le monde rêve d'arriver d'avoir la médaille d'or au JO, sauf qu'avant, il y a beaucoup de travail. Et aujourd'hui, se dire 2027, c'est pour moi, je trouve que c'est prétentieux et que c'est totalement inadapté à notre époque. Et d'ailleurs, c'est un peu le grand pari aujourd'hui de la droite. Est-ce que, donc voilà, Michel Barnier ouvre la voie à la crédibilité d'une alternance pour la France à droite, d'une reprise d'institutions par la droite? Vous pensez que tout va se jouer vraiment sous notamment le gouvernement Barnier qui porte la famille à l'air? Encore une fois, ça va dépendre du temps qu'on va lui donner. Oui. Si il a l'occasion
de porter de vraies politiques, encore une fois, régaliennes, pouvoir d'achat, rémunération. Je pense sincèrement que là, on pourra effectivement faire un bilan. Si l'occasion lui est donnée malheureusement de ne faire qu'un bref passage jusqu'à la fin de l'année, bien, la réalité, c'est que on peut pas supputer sur le potentiel à venir. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment confiante. Je suis rassurée qu'on ait un Premier ministre, confiante dans sa capacité à travailler avec tout le monde et apporter une voix qui soit la voix de la raison et de la vérité. Maintenant, l'avenir, personne ne sait. Dans le contexte de la déformation politique de l'Assemblée nationale, je pense qu'on va encore assister à un grand cirque à venir, malheureusement. Bon, en tout cas, on vous souhaite, Madame le député, beaucoup de courage dans cette commission des finances parce que vous avez vraiment du travail devant vous pour ces prochaines semaines. Merci Marie-Christine Dalloz d'être venue réagir à la nomination de Michel Barnier sur notre antenne. Vous êtes députée bien sûr de la 2e circonscription de Jura et ce depuis 18 ans déjà. Merci encore et à très bientôt, Madame le député. Au revoir, merci. Au revoir.